ça m'amène au dernier point. 1. Si à partir de là où nous sommes, ou si dans les sociétés majoritairement musulmanes, on continue à tomber dans la polarisation, cette idée qu'il faut, regardez, c'est le même combat, ce que vous avez entre Fatah et ce que vous avez avec le Hamas, cette polarisation laïque ou sécularisée et islamiste. Ce que vous l'avez en Tunisie, vous l'avez en Égypte, vous l'avez en Libye, vous l'avez partout. On joue sur cette polarisation-là. Soit ces mouvements-là comprennent qu'il n'y a pas d'avenir sans un débat, et c'est pour ça qu'effectivement, quand j'ai vu Moncef Marzouki, c'est là où il est courageux avec les autres forces plutôt laïques, c'est de dire on ne peut pas s'en sortir si on ne discute pas avec les islamistes, et parmi les islamistes, il y en a qui sont ouverts. Il faut que les forces populaires se parlent, et que ce qui a été le mouvement Kefaya en Égypte, c'est-à-dire ça suffit, on fait un front, on fait un barrage uni, pas simplement contre le dictateur, mais contre ceux qui soutiennent le dictateur et sa politique. Si on ne fait pas ceci, si on ne comprend pas qu'on a des intérêts communs, et qu'à partir d'un moment, on se pose des questions économiques, Moncef Marzouki me dit, moi, j'ai aucun problème avec les islamistes sur le plan idéologique et leurs références religieuses. Mon problème, c'est leur libéralisme économique. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème de travailler avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Et que vous écoutez certains, le début de l'islamisme, au début des années 20 et des années 30, ce sont des mouvements de libération, de théologie de la libération. Ce n'est plus le cas. On a évolué aujourd'hui vers des acceptations de l'économie et de l'ordre économique qu'il faut questionner, c'est-à-dire comment aujourd'hui le Moyen-Orient sort de la dépendance économique. Un seul, à mon sens, une seule stratégie, c'est mieux gérer la multipolarité, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire la Turquie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, ne pas les idéaliser mais ne pas les ignorer, et puis montrer aux Américains et montrer aux Européens qu'ils ne sont pas les seuls partenaires. Ce déplacement, il faut le faire. La multipolarité économique, c'est ce qui va permettre l'indépendance politique. Si on n'arrive pas à ça, comment? Mais ça, il faut sortir de ces espèces de débats complètement superficiels que nous avons dans le monde arabe sur où est-ce qu'on met dans la Constitution le mot charia, où est-ce qu'on ne le met pas. Je veux dire, à partir d'un certain moment, ce débat-là est un débat formel, formaliste, qui ne dit pas les fondements et les conséquences. Et que c'est la même chose par rapport à la question palestinienne. C'est le même fondement, c'est-à-dire que les fondamentaux, et le peuple palestinien gagnera à voir une émergence de cette multipolarité. Je vous donne un exemple. Moi, je suis très très critique sur la gestion économique de la Turquie. Et je l'ai été très critique, et j'ai beaucoup écouté ce qu'il disait, j'ai beaucoup visité. Oui, je sais, je suis désolé, mais je vais juste dire ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais dire? La Turquie. Non, mais ce que je voulais dire, moi j'étais très critique parce que je voyais que la Turquie, bon, d'abord on les a critiqués, on nous a dit pendant des années ce sont des islamistes, et ils ont montré combien ils avaient été performants du point de vue politique, réélus à 2 reprises. Le Premier ministre, quelqu'un qui, quand il était maire, a lutté contre la corruption, a fait un travail de fond, et même leurs opposants ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'ils ont fait du bien au pays. Et donc, eux, ils ne sont pas rentrés dans le débat, la nature de l'État, la laïcité. Il est même allé en Égypte, il a dit, mais nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas ça le problème. Et en même temps qu'il disait ceci, moi, mon problème avec lui, c'était la gestion économique, c'est-à-dire entrer en compétition avec l'ordre économique en disant, ben nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la croissance. La capacité, la mobilisation turque au niveau économique a fait que c'est un des seuls pays européens qui arrivait à une croissance à 2 chiffres, à presque 10%. Incroyable. Alors, à partir d'un certain moment-là, j'étais en débat avec un certain nombre d'amis et de gens qui analysaient ceci et ils se disaient, mais on est complètement dans une espèce de compétition sur la base de la croissance économique. Et que la Turquie, à un moment donné, voulait rentrer dans l'Europe. L'Europe ne veut pas. Ils se sont déplacés plus vers l'Est et ils font mieux que l'Europe. Et aujourd'hui, dans pas longtemps, dans très peu de temps, c'est plus l'Europe qui va avoir besoin de la Turquie que la Turquie de l'Europe. Mais l'autre chose qui m'a vraiment interpellé, c'est de dire, c'est vrai qu'ils rentrent dans l'économie mondiale et qu'ils ne la questionnent pas, qu'ils entrent dans la compétition. Et pourtant, et c'est là que c'était intéressant, cela étant, tout ce que vous pouvez lire en français ou en anglais est produit
le ministre des Affaires étrangères turc, lisez-le, Ahmet Davutoglu. J'ai rarement vu une intelligence aussi puissante que ça. Quelqu'un qui a commencé par le no, pas de conflit à la périphérie, et développer une autre vision. Et à un moment donné, moi ce qui m'a intéressé, c'est de dire, c'est vrai qu'il rentre complètement dans l'économie, mais il a développé avec le gouvernement une politique tout à fait intéressante, qui était de déplacement des relations géostratégiques. C'est-à-dire, il pose une vraie question. Est-ce que ça suffit d'être dans la volonté de l'alternative économique sans puissance, ou est-ce que vous ne pouvez questionner l'hégémonie économique que par un nouveau jeu géostratégique? Et moi je pense que c'est une question légitime. C'est en déplaçant la géostratégie que vous pouvez questionner l'ordre économique tel qu'il est, c'est-à-dire cet ordre qui impose au peuple et qui impose au gouvernement, qui fait que finalement vous pouvez avoir un pays démocratique ou un gouvernement démocratiquement élu dans le sud, il ne fera rien tellement le pouvoir économique l'étouffe. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est un véritable déplacement sud-est. 30, maintenant on en est à pratiquement 40 ambassades turques ouvertes en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert partout, ils sont présents, ils développent de nouvelles relations avec le Sud, de nouvelles relations avec la Chine, de nouvelles relations avec l'Inde. Ils sont en train de montrer à l'Europe, vous ne nous avez pas voulu, nous allons devenir centraux, dans la géostratégie régionale. Et donc, au moment où il descend en Égypte, Erdogan, il va avec 200 entrepreneurs. Ils se déplacent en Égypte, ils se déplacent en Tunisie et ils font des formations de jeunes, des formations. Vous savez, toutes ces formations-là maintenant, ils ont ouvert des entreprises, ils sont allés jusqu'en Libye et ils ont investi. C'est-à-dire qu'ils ont cette idée, entrer dans l'ordre tel qu'il est et déplacer le centre géostratégique, avec une puissance économique qui est très très forte. C'est assez intéressant. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut être une alternative? Aujourd'hui, c'est en tout cas une tentative d'aller vers la multipolarité. Mais le grand problème avec les Arabes pour les Turcs, c'est que les Arabes se méfient des Turcs. Et que les Turcs se méfient des Arabes. Qu'ils peuvent bien parler de l'unité islamique, mais dans le fait, ça fait 150 ans qu'on a un énorme problème sur les relations turco-arabes, parce qu'il n'y a pas de confiance. Qu'encore une fois, il y en a qui préfèrent discuter avec Washington que d'essayer de déplacer le centre de gravité du pouvoir économique. Je vous dis ceci parce qu'il y a un élément qui est très très intéressant, et qu'il a compris sur le plan symbolique, c'est que Erdogan, en 4 ans, a complètement changé l'image qu'il avait dans le monde arabe et musulman sur la question palestinienne, sur 3 faits. Le premier, c'est au moment où son pays est en tractation économique avec Israël, qu'ils font même des exercices militaires ensemble, Israël et la Turquie, régionalement. Eh bien, quand s'est passé le massacre de Gaza, à Davos, en Suisse, il se lève et il quitte la salle. Ceci a eu un impact symbolique sur la conscience arabo-musulmane extraordinaire. Deuxième des faits, ça a été la flottille. Donc je vous rappelle simplement une chose, en termes de faits, c'est qu'elle n'était pas soutenue par le gouvernement dans un premier temps. C'est qu'elle est soutenue quand il y a un problème. Dans un premier temps, le gouvernement ne voulait pas. Quand il y a eu un problème, ils s'y sont engagés. Et ils ont récupéré cette histoire par le courage qui a été de dire, eh bien là, de ce point de vue-là, nous allons demander au gouvernement israélien des excuses. Et la position, ça a été des excuses. Et la troisième des choses, c'est de couper les relations tant qu'il n'y a pas d'excuses. Et là, de ce point de vue-là, il est évident que pour le monde sunnite, la position de la Turquie a été extrêmement intéressante parce que c'était l'émergence d'une force. Et aujourd'hui, ce jeu-là, entre promouvoir, et ça c'est très important, la Turquie est derrière tous les mouvements populaires. Elle est très hésitante sur la question syrienne, à cause des relations économiques et surtout géographiques, c'est-à-dire la grande frontière qu'il y a entre les deux pays. Et puis, d'un autre côté, la question palestinienne. Si aujourd'hui nous ne comprenons pas et que nous n'ayons pas une vision comme ceci globale, et je peux penser, je peux imaginer qu'après une intervention comme celle-ci, vous dites, ben, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais, parce que c'est très complexe, le Moyen-Orient, c'est simplement de regarder ceci et de se dire quelles sont les possibilités pour ce que l'on appelle les soulèvements
de devenir des véritables révolutions, c'est un, sortir du nationalisme, deux, développer des relations sud-sud, trois, aller chercher d'autres équilibres, et c'est le seul moyen aujourd'hui. Il faut sortir de l'équation Occident-Moyen-Orient si l'on veut sortir les Palestiniens de l'oppression. Il faut absolument les sortir de cela. Il y a d'autres partenaires aujourd'hui qui sont pro-palestiniens et qui ne sont absolument pas dans l'espèce de l'acceptation du lobby sioniste tel qu'il fonctionne aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires. Il ne peut pas être question pour un président, aussi Obama soit-il, d'être élu si vous prenez une position claire sur la question palestinienne. On peut avoir les mots. Aujourd'hui, Obama, c'est le président des symboles et des mots, ce n'est pas le président des politiques effectives, et les Palestiniens n'ont strictement rien gagné, ils ont perdu du terrain depuis 4 ans aujourd'hui, et donc c'est dans cette perspective-là, complexe, difficile, mais avec un optimisme mesuré, qu'on peut s'engager à avoir des changements au